Bienvenue dans cette exploration consacrée aujourd'hui aux grandes mutations qui sont en train de redessiner le monde du travail. L'objectif pour nous aujourd'hui, il est assez clair. On va essayer de synthétiser l'essentiel de 3 chapitres importants du thème 5 de culture économique, juridique et managériale. Et c'est une session qu'on a pensée spécialement pour les étudiants de formation online, pour vous aider un peu à faciliter vos révisions sur ces sujets qui sont cruciaux. Au menu du jour, comment le marché du travail se transforme, comment le droit, lui, essaye d'accompagner ces mouvements, et puis quel est l'impact concret sur les emplois et sur notre quotidien au travail. On va décortiquer un peu tout ça. Pour donner une petite idée, un chiffre assez frappant, je trouve, près de 40% des embauches en 2022, c'était des CDD de moins d'1 mois. Ça donne un peu le ton des changements profonds qu'on va aborder ensemble. Effectivement, et on va plonger au cœur de ces dynamiques qui sont assez complexes. Il ne s'agit pas seulement de décrire ce qui change, mais surtout de comprendre pourquoi ça change et puis quelles sont les conséquences, aussi bien pour les entreprises que pour les parcours professionnels de chacun. C'est une analyse qui s'ancre vraiment dans les réalités économiques, juridiques et managériales d'aujourd'hui. Bon, alors commençons par le commencement, le marché du travail. Fondamentalement, c'est le lieu où se rencontrent ceux qui proposent leur force de travail et puis ceux qui en ont besoin, donc les entreprises. Mais c'est pas un marché comme les autres, n'est-ce pas? Il est très très encadré. Il y a eu un peu la situation, on regarde des indicateurs clés. En France, vers 2023, on comptait environ 30 millions d'actifs. Le taux d'emploi des 15-64 ans, il était à 68,2% fin 2022. Et le taux de chômage, lui, tournait aux alentours de 7,1% mi-2023. Globalement, on a vu une amélioration ces dernières années, même si le contexte est parfois difficile. Mais ces chiffres globaux, ils cachent des transformations structurelles majeures. La première, c'est l'explosion du secteur tertiaire, les services, quoi. Ça représente plus des 3/4 de la richesse produite et quasiment 80% des emplois en France. C'est énorme. Du coup, ça change forcément les compétences attendues. On insiste beaucoup sur les soft skills. Vous savez, ces compétences comportementales comme la communication, l'adaptation. Et ça modifie aussi la nature du travail. Peut-être moins physique, mais souvent avec plus de charge mentale. Tout à fait. Et puis, deuxième lame de fond, la numérisation. L'impact de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, de la digitalisation, il est massif. Certains métiers régressent, on pense aux opérateurs de saisie par exemple, aux caissiers, tandis que d'autres sont en plein boom. Les spécialistes des données, les développeurs, les experts en cybersécurité, ils sont très recherchés. Et surtout, énormément de métiers se transforment de l'intérieur. Un comptable, un médecin, un enseignant d'aujourd'hui, ils n'exercent plus du tout comme il y a 20 ans. France Stratégie, qui est un organisme de réflexion rattaché au Premier ministre, estime que la moitié des emplois actuels pourraient être profondément transformés. C'est considérable. Et la mondialisation dans tout ça, elle continue d'influencer le paysage, notamment via la concurrence internationale. L'industrie française, par exemple, a perdu près de 2 millions d'emplois en 40 ans, même si on observe, c'est vrai, des signes de réindustrialisation récente. Une des conséquences, c'est une certaine polarisation du marché du travail entre des emplois très qualifiés, souvent intégrés à l'économie mondiale, et puis des emplois moins qualifiés, plus locaux, parfois moins bien payés, et Plus précaire. Ben oui, et tout cela, ça favorise l'évolution des formes d'emploi. Le CDI à temps plein, il reste majoritaire, on est autour de 74%, mais il faut nuancer un peu. Les formes qu'on appelle atypiques, elles progressent. Le CDD, ça représente environ 10,5% des emplois, l'intérim 3,5%, le temps partiel presque 18%, ce qui est beaucoup. Et puis il y a l'essor impressionnant de l'auto-entrepreneuriat. On a dépassé les 2 millions d'inscrits en 2022, sans oublier bien sûr le phénomène des travailleurs de plateformes numériques, type Uber ou Deliveroo. On parle d'environ 200 000 personnes, souvent jeunes, plutôt des hommes et souvent issus de l'immigration. D'ailleurs, leur statut d'indépendant est source de nombreux débats juridiques. On l'a vu avec la Cour de cassation qui a requalifié un chauffeur Uber en salarié en 2020. cette diversification, ça rend le marché du travail plus fragmenté, non? La vieille idée d'un marché dual, un bon côté stable et protégé, un mauvais côté précaire, elle est toujours un peu là, mais la réalité est plus complexe. On a une sorte de mosaïque de segments, avec des conditions très différentes en termes de sécurité, de salaire, de perspective. Et passer d'un segment à l'autre, c'est pas toujours facile. Et la précarité, elle touche de manière disproportionnée certains groupes, les jeunes, les femmes, les moins qualifiés. Le chiffre des 40% d'embauches en CDD très court, il illustre bien cette fragilisation d'une partie de l'emploi.
Exactement. Et face à ces mutations, à cette complexité, le droit du travail est constamment sollicité. Son rôle est délicat, hein, il doit protéger les travailleurs tout en permettant aux entreprises de s'adapter. Pour comprendre comment il fonctionne, il faut savoir qu'il se nourrit à plusieurs sources. Il y a les normes internationales, comme celles de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, ou le droit de l'Union européenne. Au niveau national, on a la Constitution, le Code du travail, les lois, et puis les décisions de justice, la jurisprudence, qui est très importante. Et enfin, il y a les sources qu'on dit professionnelles, les conventions collectives négociées par secteur d'activité, et les accords d'entreprise, qui prennent de plus en plus d'importance. Justement, cette relation entre les accords d'entreprise et les conventions de branche, ça a beaucoup bougé ça, non? On parle souvent de donner plus de souplesse aux entreprises. C'est tout à fait ça. Traditionnellement, c'était la règle la plus favorable aux salariés qui s'appliquait. Les réformes récentes, notamment depuis 2016-2017, ont modifié cette hiérarchie. Dans beaucoup de domaines, un accord d'entreprise peut maintenant prévoir des règles différentes de la convention de branche, même si elles sont moins avantageuses pour les salariés. L'idée, c'est de permettre une adaptation plus fine aux réalités de chaque entreprise. Il reste cependant des domaines verrouillés, comme les salaires minimaux, les classifications professionnelles, où là, la branche conserve la primauté pour garantir des socles communs. D'accord. Et au cœur de tout ça, pour savoir si on applique le droit du travail ou pas, il y a ce critère essentiel, le lien de subordination. Comment on pourrait le définir simplement? C'est vraiment la clé, oui, pour distinguer un salarié d'un indépendant. Juridiquement, le lien de subordination existe quand une personne travaille sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres sur le travail à accomplir, donc contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements. Ce sont ces trois éléments, direction, contrôle, sanction, que les juges recherchent concrètement pour déterminer s'il y a un contrat de travail, peu importe comment il est appelé. Et ça a des conséquences énormes. Ah oui, parce que le statut change tout, en fait. Le salarié a accès à tout un ensemble de protections, salaire minimum, le SMIC, congés payés, couverture sociale plus large, mais il est dépendant. L'indépendant, lui, il est autonome, il choisit ses clients, son organisation, mais sa protection sociale est souvent moins complète et il assume seul le risque économique. Exactement. Et parmi les contrats de travail salariés, le CDI, le contrat à durée indéterminée, c'est la norme, le contrat de référence qui offre la stabilité. Le CDD, contrat à durée déterminée, lui, c'est une exception. On ne peut y recourir que dans des cas bien précis listés par la loi, remplacer quelqu'un d'absent, faire face à une hausse temporaire d'activité. Et il y a des règles strictes. Il doit être écrit, sa durée est limitée, souvent 18 mois maximum, et il donnera une prime de précarité à la fin, les 10%. D'autres formes existent bien sûr, l'intérim, le temps partiel, avec une durée minimale de 24 heures semaine en principe, l'alternance pour les jeunes ou encore des contrats aidés pour l'insertion. Et dans ces contrats, on trouve parfois des clauses spécifiques qui peuvent limiter certaines libertés. Comment on s'assure qu'elles sont valables? Je pense par exemple à la clause de non-concurrence. C'est un très bon exemple. Le principe général, c'est que ces clauses doivent toujours être justifiées par l'intérêt de l'entreprise et être proportionnées. Une clause de non-concurrence, qui empêche de travailler pour un concurrent après la rupture du contrat, doit être limitée dans le temps et dans l'espace, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et surtout, elle doit obligatoirement prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Sans cette contrepartie, elle n'est pas valable. C'est vraiment un équilibre à trouver entre les besoins d'entreprise et la liberté du travailleur. Et la même logique, en gros, s'applique à d'autres clauses comme la mobilité géographique ou l'exclusivité. D'accord, je vois. Un autre aspect absolument fondamental du droit du travail, c'est la protection de la santé et de la sécurité. L'employeur a une obligation de sécurité qui est très forte, et elle ne couvre pas seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Concrètement, ça implique de prévenir les risques professionnels. Toutes les entreprises doivent d'ailleurs réaliser et mettre à jour un DUR, le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est une sorte d'inventaire obligatoire des dangers et des mesures de prévention mises en place. Et cette obligation, elle inclut les fameux risques psychosociaux, les RPS. On en entend beaucoup parler, hein. Le stress, le burn-out. Tout à fait. L'employeur doit activement prévenir le stress excessif, l'épuisement professionnel, le burn-out, mais aussi les violences internes ou externes et le harcèlement. Le harcèlement, qu'il soit moral, c'est-à-dire des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail, ou sexuel, des propos ou comportements à connotation sexuelle non désirée, il est défini précisément par la loi. L'employeur a une triple obligation:
prévenir, faire cesser immédiatement s'il est informé et sanctionner les auteurs. Dans ce registre de la protection et de l'adaptation aux nouvelles réalités du travail, il y a aussi le droit à la déconnexion. Ça, c'est assez récent, non? Oui, ça date de la loi travail de 2016. Face à l'omniprésence des outils numériques, l'idée est de garantir le respect des temps de repos et l'équilibre entre vie pro et vie perso. Concrètement, c'est le droit pour le salarié de ne pas être obligé de se connecter ou de répondre aux emails ou aux appels professionnels en dehors de son temps de travail. Les modalités, elles, doivent être négociées dans l'entreprise ou définies par une charte. Enfin, n'oublions pas la lutte contre les discriminations. Il y a plus de 25 critères, origine, sexe, âge, handicap, opinion, qui sont interdits pour justifier une différence de traitement. L'égalité professionnelle femmes-hommes est un volet important, avec des outils comme l'index égalité que les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier chaque année. Bon, toutes ces transformations, ce cadre juridique qui évolue, ça crée forcément des tensions sur le marché du travail. Le chômage reste une préoccupation majeure en France, même s'il a baissé. On parle de 7,1% en 2023, ça fait quand même plus de 2 millions de personnes. Et certaines formes de chômage sont particulièrement tenaces, comme le chômage de longue durée ou celui des jeunes. Les économistes distinguent d'ailleurs plusieurs causes. Conjoncturelles, liées à l'activité économique, structurelles, liées au changement profond, frictionnelles, le temps normal de trouver un emploi. Les explications divergent aussi. Certains insistent sur les rigidités du marché du travail, d'autres mettent plutôt l'accent sur une demande insuffisante dans l'économie. Et il y a ce problème très sensible en France, l'inadéquation des compétences, ce qu'on appelle le mismatch. C'est assez paradoxal. On a un chômage qui reste élevé et en même temps des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus parce que les entreprises ne trouvent pas les profils qu'elles cherchent. Près de 40% des entreprises disent avoir du mal à recruter. C'est particulièrement criant dans le BTP, l'industrie, l'informatique, la santé. Alors que fait-on face à ces défis? Quelles sont les réponses apportées? On parle souvent des politiques de l'emploi. C'est ça. Les pouvoirs publics dépensent environ 3% du PIB pour ces politiques. On distingue traditionnellement les politiques passives qui visent à indemniser le chômage, c'est le rôle de l'assurance chômage gérée par l'UNEDIC et des minima sociaux comme le RSA, et puis les politiques actives qui cherchent, elles, à aider au retour à l'emploi. La formation professionnelle, avec des dispositifs comme le compte personnel de formation, le CPF, accessible à chacun, ou le plan d'investissement dans les compétences. Il y a aussi les aides financières à l'embauche pour les entreprises et l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi par France Travail ou les missions locales pour les jeunes. Et ces politiques, notamment après les réformes récentes, loi travail, ordonnance, avenir pro, est-ce qu'on sait si elles sont efficaces? Ça marche. C'est une question complexe et débattue. Il y a des points forts reconnus dans le système français, comme le niveau de protection sociale ou le développement de l'apprentissage, qui est une vraie force. Mais des critiques existent aussi. La complexité et parfois l'instabilité des dispositifs peuvent nuire à leur lisibilité. Et la Cour des comptes, par exemple, souligne parfois le manque d'évaluation rigoureuse de l'efficacité réelle de certaines mesures par rapport à leur coût. L'objectif de flexibiliser le marché pour stimuler l'emploi est souvent mis en balance avec le risque d'accroître la précarité. C'est un débat constant. Au-delà des grandes politiques, ces mutations changent aussi très concrètement la façon dont on travaille au quotidien. Le numérique, on en a parlé, ça veut dire connectivité permanente, d'où le droit à la déconnexion, mais aussi de nouvelles formes de contrôle possibles, et puis l'automatisation de certaines tâches. Les espaces de travail eux-mêmes se transforment, l'open space, le flex office où on n'a plus de bureau fixe, ça concernerait près des 3/4 des cadres, le coworking, ça soulève plein de questions d'ergonomie, de concentration, de maintien du lien social aussi. Et ces évolutions peuvent malheureusement augmenter les risques psychosociaux dont on parlait tout à l'heure. La surcharge d'informations, ce qu'on appelle l'infobésité, le sentiment d'isolement parfois avec le travail à distance, la pression pour s'adapter constamment, tout ça, ça peut user nerveusement. C'est pourquoi la qualité de vie au travail, un terme qui englobe le bien-être physique, mental et social au travail, devient un enjeu majeur pour les entreprises qui veulent attirer et retenir les talents. Des accords d'entreprise, comme celui d'Orange cité dans les sources, essaient d'agir sur la déconnexion, le télétravail, la formation des managers. D'accord. Et comment les entreprises peuvent-elles anticiper et gérer ces changements sur le plan des ressources humaines? Comment elles font concrètement? L'outil clé, c'est la GTC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En gros, c'est essayer d'anticiper de quelles compétences l'entreprise aura besoin demain,
Compétences numériques, comportementales, les fameux soft skills, et surtout cette fameuse capacité à apprendre en continu, ça devient crucial. Et ensuite, c'est de planifier comment adapter les effectifs. Ça passe par le recrutement, bien sûr, mais aussi beaucoup par la formation interne via le plan de développement des compétences, le CPF co-construit, la VAE, la validation des acquis de l'expérience, et la mobilité interne. Et pour que tout ça fonctionne, il faut que les collaborateurs soient motivés. Qu'est-ce qui motive au travail aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le salaire avant tout? Ou ça a changé? Les attentes ont beaucoup évolué, oui. La rémunération reste importante, bien sûr, ça serait naïf de dire le contraire, mais elle ne suffit plus. Les travailleurs, et surtout les jeunes générations, expriment une forte quête de sens, d'autonomie, un besoin d'équilibre entre vie pro et vie perso, et des désirs de développement personnel et professionnel. Les théories classiques, comme Maslow ou Herzberg, restent pertinentes, mais on les complète avec des approches plus récentes. Daniel Pink, par exemple, insiste sur 3 moteurs clés: l'autonomie, la maîtrise, c'est-à-dire progresser dans ce qu'on fait, et la finalité, contribuer à quelque chose qui a du sens. La théorie de l'autodétermination de Desisi Ryan souligne aussi l'importance de l'autonomie, du sentiment de compétence et du lien social. Donc pour motiver, il faut une approche plus globale, plus complète. Donner du sens aux missions, favoriser l'autonomie et la prise d'initiative, reconnaître les efforts, offrir des perspectives d'évolution. Et ça demande souvent de repenser les pratiques managérielles, passer d'un manager qui contrôle à un manager plutôt coach, capable d'animer des équipes hybrides, d'être à l'écoute. C'est un défi, c'est sûr, mais c'est essentiel pour l'engagement et la performance durable. Voilà, on a couvert beaucoup de terrain sur ces mutations profondes du travail. Si on devait résumer l'essentiel, c'est peut-être cette image d'un paysage en pleine transformation. La structure du marché qui change sous l'effet du numérique, de la mondialisation, l'émergence de nouvelles formes d'emploi à côté du CDI classique, un droit du travail qui cherche un équilibre complexe entre protéger et s'adapter, et des entreprises qui doivent innover dans leur gestion des compétences, l'organisation du travail et la manière de motiver. Rien n'est figé, quoi. C'est tout à fait ça. Et comme le soulignent les sources qu'on a étudiées, le travail de demain sera ce que nous en ferons collectivement. C'est une phrase forte, je trouve, qui ouvre une réflexion importante. Au-delà des analyses et des constats qu'on a pu partager aujourd'hui, cela renvoie à une question peut-être plus personnelle, que chacun peut emporter avec soi. Face à cette complexité, à ces tensions entre flexibilité et sécurité, entre exigences économiques et aspirations humaines, comment, chacun à notre niveau, pouvons-nous contribuer à un avenir du travail qui soit réellement porteur de progrès pour tous ?